Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 12 avril 2018. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'une innovation créée par le labo Bidouille à Mazingarbe, une prothèse de main 3D agréée par l'association Enable qui va permettre à de jeunes enfants amputés d'avoir une nouvelle main. Nous vous parlerons également du combat de quelques élus du territoire pour obtenir la gratuité du BHNS, bus à haut niveau de service, développement durable, forum citoyen, inauguration, culture à Caire, l'info de vos communes sur l'Agglo. On vous emmènera également sur le chantier du nouvel hôtel Lensois en face du Louvre-Lens. Et on terminera avec une belle exposition sur Thomas Pesquet à Meurchin. Notre invité est responsable des arts visuels à l'Arc-en-Ciel de Liévin. Et n'oublions pas Fred Peter pour le sport. Et cette semaine, c'est Camille qui présentera l'agenda culturel. A tout de suite sur Télégoël. Bonjour Camille. Bonjour Valérie. Alors tu remplaces aujourd'hui notre Nathalie qui est souffrante, on le dit. Et oui, on lui souhaite bon rétablissement. Mais elle est souffrante et on lui souhaite effectivement bon rétablissement. Une grande nouvelle pour les enfants privés de leurs mains sur la région, le labo Bidouille de Mazingarbe vient de se faire valider une prothèse de main 3D à Mazingarbe. Aujourd'hui, grâce à la démocratisation des imprimantes 3D, plus besoin de dépenser plusieurs milliers d'euros pour bénéficier d'une prothèse de main fonctionnelle. C'est l'association Enable qui est à l'origine de ce projet et qui travaille avec des centaines de bénévoles en France pour fabriquer ces mains. Après plusieurs mois de travail et de perfectionnement, le labo Bidouille de Mazingarbe fait désormais partie des fabricants officiels de l'association. Un reportage signé Flavio Spatafora. Samedi après-midi, à la maison des Trois Cités de Mazingarbe, c'est l'heure du labo Bidouille. Les jeunes viennent s'initier au bricolage numérique sous les conseils de Florent. Moi, je m'occupe essentiellement du Repair Café et du labo Bidouille le samedi. Donc le Repair Café, c'est un hôtel de réparation. On essaie de réparer des objets du quotidien avec plein de monde. C'est très convivial. Et le labo Bidouille, c'est de l'initiation pour les jeunes. C'est plutôt un atelier numérique, on va dire. On a une petite découpe vinyle et 3 imprimantes 3D. Alors moi, ce que je propose essentiellement, c'est de l'initiation, parce que je suis pas un professionnel de la 3D, loin de là. Par contre, je me renseigne beaucoup sur ce qui se fait avec les moyens qu'on a, ce qu'on peut faire. Alors là, on est parti faire un projet de prothèse de main en 3D avec l'association qui s'appelle Enable. Donc cette association-là, elle cherche des bénévoles dans toute la France pour pouvoir réaliser des mains pour des enfants qui sont atteints d'agénésie. L'association Enable, reconnue d'intérêt général, est présente dans le monde depuis 2015. Elle crée des prothèses de main sous forme de fichiers 3D et les met ensuite à disposition des fabricants bénévoles. Pour en faire partie, il faut réaliser une main test et la faire valider par l'association. Ouais, c'est ça c'est la main test qu'on a dû fabriquer pour pouvoir faire partie de l'asso. Alors c'est vraiment pas tout très compliqué. Il y a des élastiques au niveau des doigts qui permettent de faire revenir les doigts en fait. Hop. Et ici tu as des fils qui passent et qui viennent chercher le bout des doigts pour quand donc, le poignet se met comme ça et quand tu fais un mouvement du poignet, ça puisse resserrer les doigts. Voilà. Après plusieurs mois de perfectionnement, le labo Bidouille a été reconnu maker officiel de l'association Enable et peut donc fabriquer des prothèses de main sur mesure. Là, on accueille une jeune fille aujourd'hui pour pouvoir essayer de lui fabriquer une prothèse de main. Alors nous, on n'est pas des médecins, on est des bricoleurs avec les moyens qu'on a. Donc ça remplacera pas une main médicale, mais par contre financièrement, c'est complètement différent. Là où on peut être à 3 4 000, voire 20 000 euros pour des mains très perfectionnées, ici on est à 30-50 euros pour une main qui est fonctionnelle et qui peut quand même faciliter la vie au quotidien. Mélina est atteinte d'agénésie, elle est née avec une malformation et depuis toute petite, elle s'est habituée à vivre avec une seule main. Même si elle est totalement autonome, cette nouvelle main pourrait bien lui simplifier la vie. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus avec une main comme ça? Des choses que tu n'arrives pas à faire? Tiendre ma feuille, faire du vélo avec mes deux mains, et puis c'est tout.
Ouais, tiens ta règle, tout ça, quand t'es à l'école. La règle, je sais la tenir. Ouais, mais est-ce que t'es obligé de tenir avec ton poing? Ouais, mais je sais la tenir. Bah, elle fait beaucoup de choses, elle fait tout. Même faire ses lacets. Mais bon, ça peut lui servir déjà pour tenir le guidon de son vélo, parce que ça, c'est quand même compliqué. Parce qu'elle n'a pas d'équilibre. Et puis, bah, d'autres choses qu'elle ne peut pas faire, comme faire du tennis à l'école ou autre chose, parce qu'elle n'a qu'une main, donc forcément, c'est pas tout le temps facile. Un espoir donc pour Mélina, d'autant plus qu'en tant que centre social, le Labo Bidouille s'engage à offrir gratuitement cette main. Reste encore à la fabriquer, pour ça il faut compter quelques semaines le temps d'adapter les dimensions au poignet de Mélina. En attendant, elle repartira avec un petit pendentif et surtout un joli sourire. Bon, on peut l'enlever. Le BHNS gratuit, le bus à haut niveau de service, c'est l'objectif des élus communistes du bassin minier qui ont organisé mardi dernier une marche entre Avion et Lens pour interpeller les populations. Une idée déjà testée et appliquée dans d'autres villes, comme nous le rappelle Jean-Marc Tellier, maire d'Avion, et Jean Létocard, premier adjoint de la ville d'Avion. Au début, c'est une initiative des élus communautaires de la ville d'Avion, mais avec la section du Parti communiste. Mais l'idée, c'est, puisqu'on n'arrive pas à avoir un débat serein là-dessus, nous, on met le débat public. La volonté de cette manifestation, c'est de démarrer, en espérant qu'il y aura d'autres actions à l'échelle de la communauté d'Aglo, à l'échelle des 3 territoires, la CAL, la CAC et puis Artois-Com. Voilà, sur les 3 territoires, ce qui représente quand même plus de 700 000 habitants. Donc ça ne représente pas grand-chose quand on nous dit où on va chercher l'argent. Il y a la participation déjà des entreprises et il faut savoir que demain, si le bus est payant, la participation financière des gens elle est loin de couvrir les dépenses. Donc aujourd'hui, on pourrait faire des économies en décidant la gratuité maintenant. On éviterait d'investir dans des bornes de péage à chaque arrêt, Donc on pourrait déjà faire des économies si on prenait la décision maintenant. Et après, ce serait une réussite parce que je pense que la gratuité contribuera à la réussite du BHNS. Le BHNS gratuit, c'est non seulement une bonne idée, mais en plus c'est une évidence parce que la collectivité a accepté de faire énormément d'investissements, ce qui a causé beaucoup de désagréments pour la population. Et si c'est pour qu'on voit des bus vite tourner dans le bassin de population qui est le deuxième bassin le plus pollué après la région parisienne, ça serait quelque chose de totalement scandaleux. Donc si on veut que ça marche, on fait comme on a fait pour d'autres choses, comme pour le Louvre par exemple. On veut qu'il y ait des gens qui viennent voir le Louvre, on rend le Louvre gratuit, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc on veut que le bus fonctionne, on veut que le bus soit gratuit. Et voilà, c'est une évidence. On peut essayer on doit, en tant qu'élu responsable, trouver des solutions pour rendre ce bus gratuit. Ceci dit, les solutions sont faciles. Elles ont été trouvées dans tout un tas d'autres régions, parce que c'est pas une idée comme ça qui viendrait de quelques communistes perdus du bassin minier. Non, c'est quelque chose qui se fait ailleurs et qui fonctionne ailleurs. Ça se fait à Aubagne, ça se fait pas que dans des villes gérées par les collectivités communistes. Ça se fait ailleurs, à Aubagne, à Dunkerque. La région parisienne est en train d'y réfléchir. Donc oui, il y a des solutions qui sont faciles à trouver. En réalité, 15 millions d'euros, 10 millions d'euros, on ne sait pas bien combien ça coûterait puisque on refuse de nous donner des chiffres exacts de la part du SMT. Mais en réalité, faire peur avec des chiffres, c'est facile, mais c'est pas grand-chose à trouver. C'est la première visite de chantier du futur hôtel situé face au Louvre-Lens, situé au 168 rue Paul Bert exactement. Cet hôtel offrira aux touristes 52 chambres, une brasserie, un bar et un espace bien-être pour septembre 2018. Parfaitement intégré dans son environnement, l'hôtel gardera l'aspect décoron tout en proposant un service, une architecture et un design à la hauteur d'un 4 étoiles. C'est une chambre témoin en rénovation qu'ont pu visiter le président d'Esprit de France, Philippe Depoux, le maire de Lens, Sylvain Robert, le bailleur Maison et Cité ou encore Bernard Massé de Rallens, rassurés sur le devenir de cette ancienne cité minière. Mettre les traces de la mine au service de l'économie touristique, un challenge osé qui n'est pas sans rappeler l'histoire de son voisin le Louvre-Lens. Une belle réussite selon Sylvain Robert, que l'on écoute tout de suite au micro de Flavio Spatafora. Une visite de chantier, en même temps une découverte, parce que depuis le début, on n'avait pas eu l'occasion de voir vraiment la concrétisation de ce projet. Et dans la perspective d'une ouverture maintenant assez rapide début septembre, c'est une première phase qui est intéressante à pouvoir découvrir et de pouvoir partager aussi avec les différents acteurs du projet.
C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un projet atypique de par sa présentation entre le partenariat entre Esprit de France et Maisons et Cités. C'est aussi un projet atypique parce que avec une volonté de mise en valeur aussi du patrimoine minier qui est là en lien direct avec le projet du Louvre-Lens. On l'a vu pas très loin d'ici avec la Louvre-Lens Vallée aussi dans une ancienne école. C'est vraiment comment on crée cet écosystème. Et là, comment des partenaires qui au départ n'étaient pas forcément faits pour se rencontrer se sont associés pour pouvoir porter ce projet-là. Donc ça peut donner d'autres idées. On a d'autres projets hôteliers qui sont sortis depuis le temps. On a aussi des chambres d'hôtes ou des gîtes qui ont permis de répondre à une demande. Et là, on est sur une autre gamme, un autre type de projet. Et on voit bien que quelque part dans l'équilibre de ce territoire-là, ça donne aussi un autre souffle, en tout cas une autre perspective par rapport à l'économie touristique qu'on cherche à capter en appui du Louvre-Lens. C'est une découverte, donc voilà, c'est de pouvoir l'appréhension de savoir un peu sur quoi on allait tomber, de voir la qualité des matériaux, la répartition des espaces, c'était pas forcément évident. Pour moi, c'est une belle réussite de pouvoir tout agencer dans des espaces peut-être. Là, on a vu la plus petite chambre et on se dit que c'est déjà une belle visibilité, un beau confort. De voir après les espaces un peu plus grands, ça peut donner que du plus, et de voir surtout les espaces communs tels qu'ils ont été pensés pour avoir des vrais lieux de vie. Ça aussi, c'est un élément important peut-être de la réussite du projet. Il faudra désormais prendre rendez-vous pour vos demandes de carte d'identité en mairie de Lens. En effet, la commune étant l'une des 4 mairies de l'agglomération à pouvoir émettre les cartes d'identité sur décision de l'État, l'affluence observée lors des derniers jours sans prise de rendez-vous ne permet plus d'accueillir le public dans son intégralité pour des raisons de sécurité. Parfois, plus de 300 personnes, en majorité non lensoises, se rendent à l'hôtel de ville, certains venant même parfois d'Armentières, d'Arras ou encore de Paris. C'est pourquoi, à compter du lundi 16 avril 2018, toute demande de carte d'identité nationale en mairie de Lens devra se faire sur rendez-vous à l'accueil de l'hôtel de ville ou en ligne sur le site de la ville de Lens, https://grc28.lecaleo.fr/public/index-v2/index/city/276. Le CCAS de Arnes, les conseils de quartier et plusieurs associations ont organisé à l'occasion des fêtes de Pâques une après-midi récréative où pas moins de 180 enfants et 150 parents étaient présents. Des œufs surprises, des jeux gonflables, des maquillages, une ferme pédagogique et bien d'autres animations. Les enfants étaient ravis de pouvoir prendre la pause avec le lapin surprise sur les photos. Totale réussite, donc pour les organisateurs, le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. La venue du printemps était l'occasion pour les Méricourtois de renouer avec la semaine du développement durable. Chaque année, la ville et son service Espace Vert proposent diverses activités pour en faire un temps fort écologique et citoyen. Un reportage de Florent Ledemazel. La semaine du développement durable dure maintenant depuis une dizaine d'années. L'idée était à l'époque de faire prendre conscience aux Méricourtois l'importance du tri, du recyclage, de toutes ces choses-là et de mieux vivre à Méricourt. Donc aujourd'hui, on continue la semaine du développement durable en y apportant différentes actions auprès de la population. Donc effectivement, il y a eu 45 tonnes de compost distribuées. Alors le compost est le résultat de la collecte des déchets verts sur les années précédentes, donc qui est faite par la société Nicolin. Tous ces déchets verts sont stockés et broyés dans une société de compostage. Cette société nous restitue ce compost et puis nous l'idée c'est d'en faire profiter les jardiniers. L'an dernier, donc, par exemple cette année nous avons fait une taille d'arbres fruitiers, ce qui n'existait pas avant puisque les arbres fruitiers ont été plantés durant l'hiver 2016-2017. Nous avons planté 800 fruitiers. Alors pourquoi des fruitiers? C'est que sur l'idée, il nous fallait replanter la ville de Méricourt des arbres en créant des poumons verts pour la ville, ce qui nous semblait très important. Et en discutant sur le futur restaurant municipal et l'épicerie solidaire, on s'est dit, tant qu'à planter des arbres, pourquoi pas profiter en plantant des fruitiers où les gens pourraient venir se servir en pommes, poires, etc.
etc. Donc cette année, effectivement, la nouveauté était de faire une taille fruitière avec les méricourtois, d'une part pour qu'ils apprennent à tailler les fruitiers chez eux, mais aussi pour qu'ils s'accaparent des espaces que l'on a plantés et qui à l'avenir pourront respecter et faire vivre ces lieux. Après, on a eu effectivement une autre manifestation qui était le nettoyage du quartier. Donc là, c'était de renouer avec cette action puisqu'on avait abandonné pendant 2 ans. Et donc l'idée de renouer avec cette action, c'était aussi de refaire prendre conscience aux gens de l'importance d'avoir une ville propre et que chacun y mette du sien, quoi. Le prochain rendez-vous, c'est le 21 avril de 9h à 17h, place Jean Jaurès. C'est la fête de la nature, y compris marché aux fleurs. Et là, nous aurons une exposition de tracteurs anciens, une démonstration de tonte de moutons, puisque maintenant nous avons des moutons sur la ville qui nous permettent de faire de l'éco-pâturage, et bien d'autres animations à attendre les Méricourtois autour de cette fête. La mission Bassin minier Nord-Pas-de-Calais, le pays d'art et d'histoire de la communauté d'agglomération Lens-Liévin, ainsi que les bailleurs sociaux du territoire ont inauguré ce mercredi une signalétique Bassin minier patrimoine mondial de l'UNESCO à Lens. Après la pose de la signalétique autoroutière, une nouvelle étape est franchie. En effet, ce sont 6 panneaux RIS Relais Information Service qui seront inaugurés prochainement à Lens, signe concret de l'inscription à l'UNESCO pour les habitants et les visiteurs. Un reportage signé David Loriot. Pour l'instant, franchement, à Lens... Donc en fait, on inaugure des panneaux de signalisation qui permettent d'identifier la cité, et là en l'occurrence la cité des provinces, mais d'identifier plus globalement le patrimoine minier qui a été classé à l'UNESCO il y a maintenant 5 ans. Donc dans le jalonnement et dans la présentation de notre territoire, ce sont des outils de présentation de proximité. On a les outils de jalonnement qui permettent d'amener sur ces sites classés UNESCO. Et là, on est sur un panneau de présentation de la cité, de la configuration de cette cité, de quelque part de la façon dont elle vivait au moment de l'exploitation charbonnière, et donc de contribuer à donner l'information aux visiteurs avec là aussi cette ambition peut-être d'économie touristique qui se développerait pour pouvoir vraiment là aussi que l'appropriation puisse se faire du premier quelque part touriste qui vient dans le secteur jusqu'à l'habitant qui se sentira aussi impliqué différemment dans la vie de son quartier. C'est très très important qu'il y ait de la signalétique sur le bassin minier, au cœur des cités y compris. C'est important pour les gens parce que c'est une fierté que ce patrimoine soit reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'est important aussi pour les gens qui viennent de l'extérieur de voir que le bassin minier est classé patrimoine mondial. À la fin du mois, nous recevrons l'Assemblée des biens français. Tous les représentants des biens français, donc tous ceux qui sont classés UNESCO en France. Ils ont tenu vraiment à faire leur assemblée. Vous voyez, souvent c'est dans le sud, etc. Et là, pour la première fois, ils ont vraiment tenu à venir dans le Nord-Pas-de-Calais, au sein du bassin minier, pour faire cette assemblée générale qui durera 3 jours, c'est fin mai, et où ils auront l'occasion donc de visiter l'ensemble du bassin minier. Donc forcément, j'invite les gens à venir dans ce bassin minier, découvrir tout ce que nous avons et voilà. L'ambition, c'est d'essayer de se positionner sur l'économie touristique, de pouvoir, au travers de différents facteurs, parce qu'on a l'UNESCO, on a le Louvre-Lens, mais on a aussi les sites de mémoire, par exemple. On a des sites art déco qui font l'objet, par exemple, de visites guidées de l'Office du tourisme. Donc c'est en fonction de l'intérêt, du centre d'intérêt des touristes, de rentrer par une de ces portes et de les amener à aller voir le reste pour pouvoir, là vraiment parler d'économie touristique, les amener à rester sur le territoire une journée, voire 2 journées. Je pense que cette région doit encore grandir avec des structures qui nous permettent d'accueillir des gens qui viennent de partout. Et oui, nous devons franchir un cap sur le tourisme. Je pense que cette fierté du bassin minier, cette fierté de tout ce patrimoine que nous possédons, mais pas seulement du patrimoine, on possède une histoire, l'histoire de ces hommes que l'on ne
que l'on ne raconte pas souvent assez avec de la fierté. Et je pense qu'il y a un changement d'image qui commence à venir, porté aussi par les jeunes générations. Voilà, j'ai confiance en l'avenir et aux jeunes générations. Direction maintenant Bully-les-Mines. Le collège Anita Conti est en train de monter sa 4e comédie musicale appelée Code Conso. Danseurs, comédiens, chanteurs, les articontistes répètent toutes les semaines avec leurs professeurs pour être prêts le vendredi 8 juin à 20h et le samedi 9 juin à 16h à l'espace Mitterrand. Un reportage signé Camille Tombré et Alexis Castelin. Tous les 2 ans, depuis quelques années, on crée un projet de comédie musicale. Donc là, on est à notre 4e comédie musicale. Cette année, il s'appellera Code Conso. Alors, on va traiter le thème de la société de consommation et de la surconsommation sur un ton un peu humoristique, parfois sérieux, et évoquer les conséquences sur l'environnement de cette société de consommation. Arrêtez un peu de parler comme ça. Qu'est-ce qui te prend? T'as une drôle de mine. Moi, je vais bien. Et quand je vais bien, c'est je vais mine. Alors on a une centaine d'élèves qui montent sur scène. Ils sont tous choisis sur leur volontariat, leur motivation. On n'a pas de casting. Tout le monde est là et tout le monde est bienvenu. Les meilleurs chanteurs sont sélectionnés pour chanter en soliste et avoir des rôles principaux. Tout le monde chante en tout cas en chorale. Et certains qui l'ont choisi font des chorégraphies, dansent sur scène et d'autres ont des petits rôles de théâtre. Le projet, nous le portons depuis 2 ans, mais avec les élèves, on a commencé en septembre. On se voit toutes les semaines en répétition chorale et le mercredi après-midi pour des répétitions danse et théâtre. Les plus anciens élèves ont l'expérience de la scène puisqu'ils ont joué il y a 2 ans et ils encadrent les plus jeunes, les dirigent, les guident un peu et ça c'est très formateur pour tous et ils gagnent en autonomie et nous on a vraiment beaucoup de plaisir à les voir chanter, à les voir évoluer sur scène. À force de dire, moi aussi j'en veux. On va tous finir dans le camp. Nous jouons à l'espace Mitterrand de Bully-les-Mines. C'est la salle qui nous est prêtée gracieusement par la municipalité. Et avec les techniciens, on crée donc un beau projet, une belle comédie musicale avec tous nos élèves. On a une centaine d'élèves qui seront sur scène, qui chanteront en des chants polyphonie, des chants solistes, de la danse et du théâtre pour mettre en scène toute une histoire. Nous avons donc nommé notre troupe de comédie musicale les Articontistes. Alors c'est les artistes d'Anita Conti. Et les Articontistes, c'est une seconde famille, comme nous avait dit joliment un de nos élèves. Et on vit comme ça. Jusqu'à la prochaine fois. Les acteurs culturels et sportifs du territoire de Lens et d'Hénin-Beaumont se sont réunis le temps d'un forum citoyen à Méricourt. Les différents collèges et associations ont pu découvrir et rencontrer différentes structures. Un reportage signé Florent Ledemazel. Aujourd'hui est organisé donc un forum citoyenneté qui permet de réunir les acteurs culturels, les acteurs sportifs et les structures d'éducation populaire qui travaillent sur le territoire de Lens-Hénin et de pouvoir accueillir justement les publics des collèges et aussi des structures médico-sociales pour qu'elles puissent venir à la rencontre de ces structures et pouvoir travailler ensemble. La Générale d'Imaginaire, c'est une association qui travaille autour des arts de la prise de parole, c'est-à-dire le slam, la littérature, la poésie. On est un collectif d'artistes, une quinzaine d'artistes, et on travaille à produire des spectacles et à diffuser ces spectacles. Ce sont aussi bien des spectacles que des concerts ou des petites performances poétiques. Et on mène un gros travail d'action culturelle, notamment à travers la mise en place d'ateliers d'écriture, poétique, slam, rap ou beatbox, dans tout type de lieux. Ça va de l'école primaire, collège, lycée, maison de quartier, maison de retraite, centre éducatif fermé, à des projets d'action culturelle un peu différents et plus immersifs sur des territoires où on peut travailler sous format d'atelier ou de rencontres avec des personnes. C'est notamment quelque chose qu'on a expérimenté à l'époque, je pense que c'était en 2014 à Méricourt, à travers la mise en place d'une de nos premières bibliothèques vivantes. On avait travaillé ici avec des personnes du foyer résidence de personnes âgées qui ont partagé avec nous des extraits de leurs récits
récits de vie. Et elles sont venues présenter ces récits de vie à l'époque lors d'un moment de bibliothèque vivante à la gare de Méricourt. On proposait au public d'emprunter un livre vivant, c'est-à-dire qu'en tant que lecteur, vous faites le choix d'emprunter un livre. Je ne vous tends pas un livre papier imprimé, mais je vous amène rencontrer une personne avec qui vous allez discuter pendant une vingtaine de minutes. Alors en fait, c'est la 3e année que ce forum est mis en place. Sur les 2 années précédentes, il s'agissait d'un forum éducation-culture. C'est-à-dire qu'il était invité pour proposer les actions culturelles, uniquement les structures culturelles des territoires et les professeurs principaux, en tout cas responsables d'éducation des collèges, venaient rencontrer ces structures culturelles pour pouvoir justement développer des projets ensemble. On s'est rendu compte sur ces 2 années qu'il était intéressant de pouvoir élargir cette offre justement aux établissements sportifs, donc de type la base de loisirs de Vingles ou Olin ou les bases nautiques de Saint-Laurent-Blangy, en fait, qui sont aussi une richesse à l'échelle du département et qui sont eux aussi à même de proposer des actions sportives pour les collégiens, mais aussi pour les centres sociaux. C'est pour ça aussi qu'on a décidé, que le département a décidé d'ouvrir ces forums à la citoyenneté et de permettre justement l'accès aux structures sportives et aux structures d'éducation populaire. Innovation numérique et culturelle au cœur de la Louvre-Lens-Vallée. Après avoir investi la maison syndicale et le musée du Louvre-Lens avec le Culturathon, cette fois-ci, c'est à l'hôpital de Lens que le cluster s'est manifesté. Nouvel événement, le Culturacare, une action qui permet de mettre son savoir-faire au service de la santé, avec, vous vous en doutez, en perspective, le nouvel hôpital de Lens. Après avoir créé le Culturathon, le cluster Louvre-Lens-Vallée décline l'événement avec le Culturacare. Toujours soutenu par ses multiples partenaires, à la liste s'ajoute cette fois-ci le groupe Eurasanté et l'hôpital de Lens, où s'est déroulée la compétition. Alors le Culturacare, c'est une compétition créative d'une journée qui a pour objectif de mobiliser plusieurs participants au profil varié, donc artistes, designers, médecins, même on a des chirurgiens présents, tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin par la santé, la culture et l'innovation. C'est un peu l'identité de Louvre-Lens-Vallée. On a des mots-clés que sont culture, accessibilité, innovation, excellence et qualité. Pour nous, la culture est avant tout basée sur l'homme et dans une démarche justement humanisante et de mettre l'homme au centre. Donc la culture rassemble et la culture fédère et la culture permet d'innover autrement. Donc il était plus que censé dans le cadre du projet du nouvel hôpital de justement accompagner cette innovation et cette transformation de cet hôpital qui se veut ultra innovant et qui sera d'ailleurs l'un des hôpitaux les plus innovants de France voire d'Europe. Comment intégrer la culture, comment apporter une démarche encore plus humaine, créative pour révolutionner l'expérience patient et l'expérience soignant également. Alors c'est simple, on a toujours le même modèle, on a des porteurs de projets qui portent des thématiques et des projets qui ont dû pitcher ce matin devant un public de participants aux profils variés avec pour objectif de vendre leur idée et de mobiliser une équipe derrière. Donc le programme, ça a commencé ce matin à 9h, les pitchs ont eu lieu à 9h15, les équipes se sont mobilisées à 10h, depuis 10h30 les équipes travaillent. À 14h30 on a une masterclass sur le pitch, donc comment pitcher parce qu'ils auront 3 minutes ce soir devant le jury qui commence à 18h et ce jusque 19h et ensuite ce sera la remise des prix. Au programme, 10 projets et autant d'équipes, un véritable challenge pour les 60 participants. Au terme d'une journée bien remplie, le jury a rendu son verdict. Premier prix, le Culturabest est remporté par le projet Sentez-vous bien qui propose un parcours de santé virtuel. Le deuxième lauréat, New Hospital Experience, revient aux bulles de soins qui permet aux patients de s'immerger dans une bulle culturelle et sensorielle en attendant les soins. Et pour finir, la dernière récompense Love Entreprendre est attribuée au projet HO pour leur innovation numérique qui a pour but de simplifier les déplacements dans les hôpitaux. Encore une belle réussite pour Louvre-Lens-Vallée en attendant le prochain rendez-vous. Oui, voilà, Culturaquois, c'est la surprise. Mais en tout cas, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on a 2 Culturatons à l'agenda. Le prochain, c'est fin juin. Et le 3e sera même heure, même date, même lieu, au Louvre-Lens en décembre. On refait la même. Donc venez nombreux. Cela fait déjà 1 an que Thomas Pesquet est revenu de la Station spatiale internationale. À l'époque, les élèves de l'école primaire Les Platanes de Meurchin étaient entrés en communication avec le célèbre astronaute
français lors de son voyage intersidéral. Pour rendre compte de ce bel échange, Laurent Carteni, radio-amateur, a organisé une exposition et des ateliers découvertes autour de la radio et de la mission spatiale à la médiathèque L'Archipel. L'exposition est à voir jusqu'au 27 avril et les radio-amateurs seront présents les samedis matins pour répondre à vos questions de 10h à 13h. Un reportage de Télégoël et Alexis Castelin. Le but de l'exposition, c'est Thomas Pesquet. On finalise le projet de l'année dernière. On avait fait une réception directe de Thomas Pesquet avec du matériel radioamateur. Donc les enfants de Meurchin avaient pu entendre les questions, les réponses de Thomas Pesquet à bord de la station ISS en direct sur Meurchin, exactement le 3 mars 2017. Trafic Kilo Fox Alpha, ici FX 0 ISS, je vous reçois, over. Bonjour Robin, non, on ne ressent pas la vitesse, on va très vite, mais on va très vite en même temps que l'ISS, donc par rapport à l'ISS, on la ressent pas, c'est juste quand on regarde sous nos pieds qu'on voit la Terre qui tourne, que là on se dit que oui, on va très vite, over. On fait des ateliers pédagogiques radioamateurs, la télégraphie, le morse, ensuite la modulation de la voix dans un micro, enfin les parties émission, réception sur un oscilloscope, et après on leur fait aussi décortiquer l'alphabet international morse, donc à eux de découvrir la lettre avec une pioche télégraphique, quoi. Donc on leur fait découvrir un petit film sur Thomas Pesquet, et après ils viennent faire la partie pédagogique, et ensuite on ira dans l'enceinte de l'école, on installera du matériel radioamateur et on leur fera communiquer avec d'autres radioamateurs dans le monde. On travaille toujours avec l'école primaire de Meurchin. Ici à la médiathèque, on a tous les moyens pour faire quelque chose de propre. Donc il y a du fil dedans, et le fait de bouger en fait va créer de l'électricité. Quand on a un micro, ça se transforme en électricité et ça s'envoie dans l'air, et après ça se râle dans une capsule et on le rattrape en son un petit peu. Thomas Pesquet, il est parti, je crois, le 18 novembre 2017, et donc il a fait ses expériences scientifiques, il a pris beaucoup de photos, alimenté beaucoup de réseaux sociaux, et donc actuellement, le retour c'était le 2 juin 2017, actuellement il est toujours employé de l'agence spatiale, et il a passé l'agrément pour la partie aviation, gravité zéro, donc il fait actuellement des entraînements pour la partie LESA, Agence spatiale européenne, il fait le système de la gravité zéro avec un avion d'Airbus. Vous le faites toutes et tous un peu partout et à n'importe quel moment. Aujourd'hui, on vous offre la possibilité que cela vous rapporte en vous faisant participer à un concours. Alors, à vos téléphones et vos tablettes pour le jeu 60 secondes chrono organisé par le Centre Arc-en-Ciel de Liévin qui met vos compétences de réalisateur de films en action. On reçoit tout de suite Jimmy Bénézit, le responsable des arts visuels du Centre Arc-en-Ciel de Liévin, pour nous parler de ce jeu concours. Bonjour Jimmy, bienvenue sur Télégoël. Bonjour. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu, déjà tu es responsable en art visuel au Centre Arc-en-Ciel de Liévin, nous présenter un petit peu le Centre Arc-en-Ciel de Liévin et puis cette fonction responsable en art visuel. Oui, donc le Centre Arc-en-Ciel c'est un centre pluridisciplinaire qui regroupe donc une salle de spectacle et de concert, donc qui est modulable. Puis après, il y a une salle de cinéma qui a été rouverte l'année dernière et qui accueille le public le dimanche après-midi gratuitement. Et puis on a aussi donc une salle d'exposition qu'on appelle la galerie. Donc je m'occupe de cette partie-là, donc d'accueillir, donc d'inviter les artistes, de les choisir, et puis d'accompagner les publics pour découvrir les expositions. Et puis donc il y a tout un travail de médiation qui est mené pour favoriser l'accès à la culture, à l'art en général. Quel type de manifestations on retrouve? Alors des expositions, des pièces de théâtre? Est-ce qu'on a des noms qui sont déjà venus sur le Centre Arc-en-Ciel? Oui, il y a toujours des noms qui viennent, à vrai dire. On essaye d'avoir une programmation qui est adaptée aussi à la capacité d'accueil du lieu, puisque forcément si on fait venir une grande vedette, le coût d'accueil donc il est assez important et une répercussion sur le public qui ne serait pas supportable. Donc forcément c'est en fonction aussi du coût à impliquer au public. Donc on peut pas, on s'adapte aussi en fonction du nombre de places et du coup. Il y a des dimanches en famille, je crois, ouais. avec des petits spectacles pour les enfants où on vient et. Alors donc il y a des activités exactement le dimanche, mais aussi une programmation en semaine pour le tout public, en scolaire.
Donc le centre est très vivant. Il y a tous les jours quelque chose qui s'y passe. Donc voilà, c'est un peu le poumon hein, du centre Arc-en-Ciel. Ce sont toutes ces activités qui sont pas forcément visibles du grand public, mais qui animent journalièrement nos activités. Donc aussi bien au spectacle que sur les rendez-vous en galerie, voilà, et même une programmation cinéma. Le cinéma a été d'ailleurs rénové il y a très peu de temps avec des nouvelles technologies. Oui, donc l'année dernière, c'est une volonté de Monsieur le maire de réouvrir une salle et de la rendre accessible au public avec une programmation familiale. Qui est gratuite le dimanche après-midi, hors vacances scolaires. mais voilà, tous les dimanches, c'est ouvert et c'est accessible pour tous. Alors, on est là aujourd'hui pour parler d'un truc assez rare annoncé comme ça, mais pourtant tout le monde le fait. On va dire, je pense que tout le monde qui a un smartphone le fait, c'est se filmer ou filmer les autres. Et donc là, c'est un concours qui demande aux gens de ramener des petites vidéos faites avec une tablette ou un smartphone. Ah ouais, mais dans le cadre de la semaine de la jeunesse, on était amené à réfléchir sur des idées à proposer pour les jeunes, forcément. Donc en se creusant un petit peu les méninges, on s'est dit que les jeunes, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qu'ils aiment. Et on s'aperçoit que tout ce qui est nouvelle technologie, l'utilisation du téléphone, de la Kinect, du drone, ce sont des outils qu'ils utilisent régulièrement et ce sont des outils familiers pour eux. Et moi, mon intérêt pour les arts visuels, c'est de se dire mais comment on peut l'utiliser différemment ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment fait-on pour raconter une histoire ? Donc voilà. Donc là, l'invitation a été faite pour que les jeunes âgés de 12 à 25 ans puissent proposer un film extra court, un film qui ne durerait qu'1 minute. Donc 1 minute, c'est à la fois très court et en même temps, il faut être très bon en termes de narration. Donc il y a un travail qui doit être forcément de réflexion, d'écriture, et puis après de raconter en images. Hein, ça va être le défi qu'on leur lance. Donc on verra bien quel sera le nombre de participants. En tout cas, on essaye de proposer cette action qui est un peu originale, alors qui a été déjà faite sur les mobiles films. Il existe des exemples ou le concours le plus petit festival du monde, mais là ce sont des films en moins de 10 secondes, qui sont proposés et il y a vraiment des petits trésors à découvrir. Et du coup, c'est pour les 18-25 ans ? Alors c'est pour les 12-25 ans. On fait 3 catégories d'âge, parce qu'il y aura des prix qui seront remis forcément aux lauréats. Et donc on aura le prix du 12-16 ans, je crois, 16-20 et 20-25. Et il y a un thème en particulier ou c'est complètement libre ? Non, c'est complètement libre parce qu'on ne veut pas tuer la créativité. Souvent, on enferme les gens dans des thèmes et ça ajoute une contrainte à déjà cette contrainte technique. Donc voilà, autant les laisser libres de raconter ce qu'ils ont envie. Je pense que les thèmes, il n'en manque pas. donc voilà, c'est à eux de nous surprendre et on veut vraiment être surpris par de l'originalité. Alors ça peut être des films composés d'images d'archives, ça peut être un travail plus sur le son, sur raconter une histoire. Ça peut être aussi tout type de film ou de genre. Hein, Vous ne serez pas trop regardant sur la qualité ? Ah si, on sera regardant sur la qualité, forcément. Il faut bien qu'on puisse juger du film, donc il faut une qualité. Mais en gros, si le film il est de mauvaise qualité, mais que le sujet il s'y prête, ça peut marcher très très bien. Donc voilà, je pense qu'au contraire, il faut trouver en fonction de ce qu'on a envie de raconter, l'outil idéal. Mais je pense au contraire ou les plans qui vont pouvoir qui vont raconter et amener un plus à ce film. Au niveau du format, il y a un format spécifique à respecter ? Non, un format en MP4 c'est suffisant. Après, ce sera projeté sur grand écran, avec une soirée, une après-midi plutôt, le dimanche 5 juin après-midi, où on fera la présentation publique lors de la semaine jeunesse. Et puis ensuite, les lauréats seront mis en bande-annonce des films qui seront diffusés le dimanche. Et le souhait aussi, c'est de présenter, puisqu'il y aura un film en plein air, une séance plein air sur la période estivale, organisée par le service jeunesse.
Et sur cette période-là, on projeta aussi le film à cette occasion devant tout le monde. Donc c'est plutôt chouette, je pense. Et comment on fait du coup pour s'inscrire? Il y a une date limite? Il y a une date limite. Alors on a décidé que ce serait le 30 mars à 23h59. Non, 30 avril. 30 avril. C'est déjà trop tard. Ouais, c'est trop tard. Voilà, trop tard. Mince. Donc le 30 avril à 23h59, donc il restera cette petite minute. Il reste une quinzaine de jours pour s'inscrire. Il y a une semaine de vacances. Il y a des semaines de vacances aussi pour pouvoir le travailler, ce film. Souvent les jeunes, c'est un peu à l'arrache aussi ce qu'ils font, donc voilà, ça tue pas la créativité. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Alors donc il y a une tablette numérique, il y aura différents lots qui seront proposés, des bons d'achat, etc. avec différents partenaires qu'on a eus. Donc on est plutôt content qu'ils se joignent à nous. Est-ce qu'à l'Arc-en-Ciel il y a des grosses actions qui sont à venir là? Alors là, nous, on est sur une fin de saison et on entame déjà la saison prochaine, puisqu'on est en pleine période de fin de programmation et de fin de programmation. Donc des actions à vivre. Non, c'est déjà celles qui sont donc programmées et qu'on va. On sort d'un festival métal. Il y a eu quand même une grosse saison encore qui s'est déroulée. Moi, pour ma part, il me reste encore une exposition donc on exploite pédagogiquement. En ce moment, on termine celle de Thomas Muselet, qui est un artiste photographe. Et là, on va enchaîner sur Frédéric Le Ginter, qui fait du bricolage et qui nous emmène dans un univers poétique à partir de briques et de brocs. Alors, on rappelle les dates limites d'inscription du concours. À qui ça s'adresse ? Alors, ça s'adresse aux 12-25 ans, 3 catégories d'âge. Donc, tout est téléchargeable sur le site du Centre Arc-en-Ciel. Donc, il y a les dossiers d'inscription à remplir et les fichiers à renvoyer sur une adresse numérique, qui est indiqué également sur le site d'Arc-en-Ciel ou sur Facebook, on peut le voir aussi. Et donc, c'est jusqu'au 30 avril, là, cette fois-ci, je ne me trompe pas, donc jusqu'au 30 avril. Et donc, les lauréats, les prix seront remis le dimanche 5 juin. Donc voilà, donc en public, au cinéma Arc-en-Ciel. Une petite chose à rajouter ? Ouais, qu'en ce moment, il y a 3 teasers qui sont en train de tourner sur le web. Et donc, ils ont été réalisés par la section audiovisuelle de Liévin. Donc, les jeunes ont travaillé et ont fait 3 propositions de films de moins d'1 minute pour donner un petit peu envie ou un exemple de ce qui est possible de faire. Donc j'espère que ça va susciter beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, nous, on prend du plaisir. C'est déjà pas mal. Et donc, on espère que ça va en donner aux autres. Alors souvent, on nous dit « ouais, c'est bien ». Et puis, derrière, on a du mal à recevoir des films. Donc vraiment, j'insiste pour que celui qui se dit « tiens, j'essaierai bien », n'hésitez pas, essayez. C'est pas... Voilà, ce sera déjà super. Oui, puis en plus, 1 minute, c'est court. Donc, 1 minute, c'est court, c'est long aussi. Mais c'est long aussi, mais c'est court pour un premier court-métrage. Ouais. C'est vraiment sympa de permettre à des jeunes qui ont l'envie, la passion peut-être de la vidéo, de montrer ce qu'ils savent faire. Moi, je me dis au moins 1 minute. Si c'est nul, c'est pas grave, ça passe vite. Et si c'est bien, on en redemande. Alors, merci Jimmy pour nous avoir rendu visite ici à Télégoël. On rappelle, n'hésitez pas à aller vous inscrire, à envoyer vos vidéos sur la page Facebook de l'Arc-en-Ciel ou sur le site de l'Arc-en-Ciel. Et on vous invite nombreux à participer à ce concours. En attendant, vous pouvez aussi aller filmer Fred Peter, pas dans sa douche parce que je crois qu'il ne voudrait pas, après ces épreuves sportives que vous attendez chaque semaine. Voici le sport avec Fred Peter. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Camille. Bonjour Fred. Alors Fred, on commence ce JT Sport avec des visages souriants dans les tribunes du Stade Bollaert de Lellis. Mercredi dernier, plus de 1000 jeunes de la région ont eu la chance de pouvoir assister à un entraînement privatif du Racing Club de Lens. Un événement exceptionnel qui rentre dans le cadre du programme Cœur en Or et qui s'est déroulé non pas à la Gaillette mais dans la fameuse enceinte du Stade Bollaert de Lellis. Un véritable moment de bonheur pour ces jeunes supporters qui ont pu encourager les 100 et or quelques jours avant leur match contre Nancy. Un reportage signé Christophe Billouard avec Kim Nguyen et Alexis Castelin pour Télégoël.
Aujourd'hui, depuis 2 ans, on a monté une communauté qui s'appelle Club en Or, avec 103 clubs partenaires cette saison, 72 l'année dernière, et qui bénéficient tout au long de l'année d'abonnements à Bollaert à prix et tarifs privilégiés, d'animation les soirs de match, et aussi de nombreuses animations hors match, comme cet après-midi, l'entraînement délocalisé des pros à Bollaert, avec un grand goûter, avec des animations dans les salons, une découverte de l'infrastructure et une rencontre avec les joueurs. C'est, je vais dire, nous, RC Lens, service commercial marketing, qui faisons un planning d'animation pour la saison. On invite tous les clubs à chaque fois, ceux qui peuvent venir s'inscrivent et il n'y a aucune obligation, mais voilà, tout le monde peut en bénéficier. Il y a un club qui est l'US Falampin qui a gagné un tirage au sort parmi les clubs inscrits, qui a gagné le droit d'assister, je veux dire, en bord terrain sur les sièges du banc de touche à l'entraînement. Cette envie d'être proche du sportif et de leurs idoles qui voient, je veux dire, tous les week-ends sur la pelouse. Après, l'attente, c'est de venir dans l'enceinte, partager un moment de convivialité, de joie, une proximité entre l'équipe professionnelle et les enfants dans la joie et la bonne humeur, j'ai envie de dire. Ils sont vraiment sympas, ces joueurs du RC Lens. D'ailleurs, ces joueurs, les mêmes joueurs d'Éric Sicora, sont revenus sur ce terrain lundi soir, mais cette fois-ci pour jouer un vrai match. Un match très important pour la course au maintien, Valérie. Les Lensois recevaient l'AS Nancy-Lorraine. Les deux équipes vivent une saison 2017-2018 très compliquée et elles se battent toutes les deux pour leur survie en Ligue 2. Lens va se faire surprendre dès les premières secondes du match avant de réagir à la demi-heure de jeu grâce à un but pleine lucarne de Walid Mesloub. Match nul donc 1-1. Au classement, les Artésiens gardent 6 points d'avance sur la place de barragiste. Pas le temps de respirer pour nos Lensois qui affronteront Niort vendredi soir. Un déplacement à haut risque pour nos 100 et or. Le Chamonix niortais doit également assurer son maintien le plus rapidement possible et compte plusieurs joueurs talentueux comme Andé Donaendo ou encore Jimmy Roy. En plus, les Niortais restent sur une série de 3 matchs sans défaite. Il y a aussi du talent côté lensois, mais Éric Sicora devra notamment se passer de Brice Djadjedje, blessé. L'entraîneur s'est exprimé mercredi matin en conférence de presse sur l'état de son groupe avec Walid Mesloub. Aujourd'hui, les matchs sont tellement serrés, ça joue à très peu de choses. Ils ne gagnent pas chez eux, mais ils sont allés faire un bon résultat à Niort, donc à Clermont, pardon. À Clermont, donc il faut, voilà, on sait que c'est une équipe qui va être compliquée à jouer. Et je me souviens du match aller, même si on gagne 3-1, ils sont revenus, ça s'est joué à peu de choses et on marque à la fin sur un compte. Donc ils étaient venus nous chercher. Donc voilà, on s'attend au même match. Maintenant. On y va là-bas aussi avec des intentions. C'est une équipe qui est juste devant nous, donc on s'attend à ce qu'on soit pressé. Enfin, je pense. Maintenant, les équipes, quand elles nous jouent et ce qu'elles font avant, généralement, ça change. Mais voilà, à nous d'aller récupérer les points qu'on a perdus contre Nancy là-bas. Dans cette situation, mieux vaut être serein, mais il faut surtout pas se relâcher parce que dans le foot, tout va très vite. Et aujourd'hui, on a 6 points d'avance, mais il reste encore 6 matchs. Et ce sera très difficile jusqu'à la fin. Je pense que rien n'est joué pour aucune équipe, hormis peut-être Tours, je pense. Mais rien n'est joué. Là, on va à Niort, on sait que ça va être un match compliqué. Ils sont quasiment dans la même situation que nous. Une victoire à Niort nous ferait d'abord énormément de bien et nous permettrait de vivre une fin de saison
plus apaisé, mais le match n'est pas encore gagné. On a mis des choses en place sur papier. Je pense que dans les actes, ça se traduit sur le terrain. Alors, au niveau des points, c'est pas 6 points sur 6, mais c'est 4 points sur 6. Mais en tout cas, voilà, ils ne dérogent pas à ce qu'ils ont dit. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Maintenant, il faut le faire sur la durée et jusqu'à la fin de saison. Donc ça, c'est ce que je vais demander de leur faire. Et c'est ce qu'ils font. Maintenant, il faut continuer, même s'il y a la déception de ne pas avoir remporté ces 3 points. Je sens des mecs avec l'envie et la volonté d'aller chercher ce maintien le plus rapidement possible. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. Est-ce que la réserve, Fred, se trouve dans une meilleure situation que l'équipe pro? Eh bien, pas vraiment. L'équipe B du RC Lens se bat également pour son maintien et elle se déplaçait le week-end dernier en Corse pour affronter Bastia Borgio. Au final, les joueurs de Frank Hayes sont revenus avec le match nul 0-0. Un très bon résultat, oui, Camille, face au Bastiais, qui joue les premiers rôles dans cette poule de National 2. Il faudra confirmer dès ce week-end en Corse. Encore. Les jeunes Lensois retournent sur l'île de Beauté pour se mesurer à Foriani-Agliani. En volleyball, ça continue de rouler pour le Volley Club de Arnes. Les Arnésiennes recevaient Alain dans leur salle maréchale et les filles d'Émilie Hipp se sont débarrassées assez facilement de leurs adversaires du jour avec une victoire 3-0. Au classement de ces playdowns, le VCH conforte sa place de leader. Enfin, le Arnes Volleyball prend la 4e place de sa poule, également dans les playdowns, après son succès sur le parquet de Beleng 3-0. Beau carton pour les équipes de volley représentées donc au sein de la CAL. On espère que la bonne série va se poursuivre. Les messieurs accueilleront ce week-end de Beauvais, tandis que les filles se déplaceront à Romans-sur-Isère. Nous avons vraiment de bonnes équipes sportives sur le territoire. D'ailleurs, le basket liévinois a également remporté une victoire en basket. C'est ça, le BCL faisait son retour sous les cerceaux après 2 semaines d'arrêt. Les Liévinois ne se sont pas laissés surprendre et ont fait la loi contre Marigny 91-76. Ce n'est que du bonus pour Liévin qui jouera la saison prochaine en National 2, soit la 4e division française. Encore un grand bravo aux joueurs de Dominique Malbranc. On reste sur Liévin avec le gala de boxe qui a tenu toutes ses promesses samedi dernier. Le Dragons Full a fait carton plein avec ses élèves. Ils ont tous remporté leur combat. Durant cette belle soirée, Laurie Vico s'est imposé en kickboxing. En K1, les tournois ont été remportés notamment par Dimitri Sililak de la team Domingos ou encore Tra Nessimone de la team OGB de Nanterre. En Muay Thai, Geoffrey Kessel de la team Falzone de Lens s'impose au point au terme d'un très beau combat. Et on termine en images avec le combat le plus rapide de la soirée, 15 secondes, pour la victoire de Jimmy Parmentier par KO face à Ismaël Soltani en moins de 63,5 kg. Voilà, ça doit faire mal ça. Ouh, j'aurais pas voulu être à sa place. Moi non plus. On enfourche plutôt les vélos maintenant et on se rend du côté de Arnes avec le Arnes Cycle Club. Ce dimanche 8 avril, la toute récente association Arnes Cycle Club a organisé son premier brevet des Clacos. Cette société est née d'une scission d'une partie de l'amicale laïque cyclo. Pour ce premier brevet, 3 circuits étaient proposés, 34, 62 et 95 km. Pour les plus courageux ou les plus aguerris, le plus grand parcours les a emmenés jusqu'à Arras quand même. Des points de contrôle et de ravitaillement étaient placés sur les parcours, avec à chaque fois des bénévoles pour tenir le poste. Le président Pascal Sarapata est très heureux de cet événement, saluant avec le maire de Arnes, Philippe Duquesnoy, le nombre record de participants. 456 cyclos étaient enregistrés pour cet événement. Les clubs de toute la région sont venus pour cette promenade à vélo, pour le plaisir de partager une bonne randonnée. Pas de course, chacun va à son propre rythme et profite des paysages. La consigne était donnée de respecter le code de la route, évidemment, et d'être prudent pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Merci Fred pour cet agenda sportif et tous ces résultats cette semaine. On retrouve tout de suite Camille qui remplace notre Nathalie, vous le savez, pour l'agenda culturel. Cet agenda commence par du théâtre.
Et oui, l'Arc-en-Ciel de Liévin accueille une proposition jeune public intitulée Souliers de sable, le vendredi 13 avril à 18h30, une pièce interprétée par la Manivelle Théâtre. À cette occasion, vous pourrez accompagner Léo et Élise dans leur voyage initiatique. On continue avec de la comédie à Noyelles-sous-Lens. Samedi 14 avril à 20h30, l'espace culturel Évasion à Noyelles-sous-Lens reçoit la seconde aventure d'Épinard et Porte-Jartel, une jolie comédie champêtre où l'on se retrouve entre filles pour un week-end chaleureux autour d'un feu de camp. Décidément, on reste dans le théâtre, cette fois-ci au Colisée de Lens. Hélène Degy, nominée aux Molières, sera sur les planches du théâtre Le Colisée de Lens le vendredi 13 avril à 20h pour une représentation de La Peur de Stéphane Zweig, un spectacle palpitant, très hitchcockien au programme. De l'humour et surtout du rire à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine. La MAC accueille Alain Lampens et la compagnie L'Arche Tichot le dimanche 15 avril à 16h pour une présentation d'Alain fait son rinquinquin. On l'écoute nous présenter son spectacle. Alain fait son rinquinquin, ça parle des événements internationaux ou mondiaux que l'on fête chaque mois. Le fil conducteur, c'est ça. C'est par mois un sketch. Donc l'idée est venue comment ? L'idée est venue qu'il y a un directeur de théâtre qui m'a dit pourquoi pas une fois Alain Lampens sur scène, seul. Donc ça a germé, et ça a pris du temps pour germer, parce que j'ai fait plein d'autres spectacles avant. Et puis un jour, je m'y suis mis à écrire, j'ai eu cette idée de... Hop, puis c'est parti. Quoi. Allumez les vieux. Retiens-toi la nuit. L'amnésie. Il m'a aimé toute la nuit, mon grabataire. Alors Avril, Avril c'est un striptease. Ouais, un striptease, ouais. Mais comme en avril, on ne se découvre pas d'un fil, le striptease s'arrête. Et puis je parle d'un titre que j'ai obtenu, je suis champion de France de Nikkei. Ah, ça, il faut venir voir le spectacle pour le savoir. Il faut bien, sinon elle va m'en vouloir à mort. Et puis... On est en train de préparer un nouveau spectacle qui va s'appeler Parle Farniette. On est dessus depuis presque un an et on pense le jouer début 2019. Bonjour mes gens, ravi comme je suis bio. Avoir un fil conducteur, je sais bien, mais le tenue, c'est aussi fort important. Et me cravate. C'est pour vous indiquer la direction de ma cerveau. Et mes bertelles, révisez comme elles sont belles mes bertelles. Alors, si vous voulez voir la suite du spectacle, rendez-vous dimanche 15 avril à 16h à la MAC de Salomine, puis chez Poker, 4 € seulement. Allez, à bientôt, à la revoyure. Fini le théâtre, place à la musique maintenant. Dans le cadre de son cycle L'Iran vu de l'Europe, la scène du Louvre-Lens accueille le duo Contraste pour une représentation intitulée Voyage en Iran le samedi 14 avril à 19h. Au programme, les plus belles mélodies du répertoire français, inspirées sur les thèmes orientaux, de l'île inconnue de Berlioz aux mélodies persanes de Saint-Saëns. Et c'est déjà la fin de cet agenda, mais toujours en musique. Oui, l'espace culturel Jean Ferrat d'Avion reçoit l'Harmonie municipale ouvrière pour son concert de printemps le vendredi 13 avril à 20h. Merci Camille, merci Fred, merci à toute l'équipe de Télégoël, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition. On souhaite un bon rétablissement à notre petite Nathalie qui rage d'être sous la couette avec ce beau temps. On l'embrasse. En attendant, vous le savez, on se retrouve sur le net et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager et à parler de nous, où que vous soyez. Plus vous serez nombreux, plus on vous accompagnera sur vos projets et vos idées sur le territoire. À très bientôt sur Télégoël.